comment ne pas perdre de vue son cœur de métier dans une transformation digitale? Pour moi, avant tout, en ne cherchant pas à mener des batailles qui sont perdues d'avance et en s'appuyant sur ceux qui les ont gagnées en réalité. Si je prends un exemple réel, ça se passe dans le secteur de la nourriture pour animaux, et d'ailleurs précisément dans le secteur de la nourriture pour animaux premium. Finalement, avant l'événement du e-commerce, donc qui est arrivé dans la vague du digital, quel était le cœur de métier de ce fabricant? Bien, pour moi, il y en avait trois. D'abord, évidemment, créer et fabriquer des produits de qualité et adaptés à l'animal. Ensuite, marketer ces produits pour en marquer la dimension premium, très important dans ce genre de positionnement. Et puis, enfin, gérer un réseau de distribution. Hein. Et avant le digital, cette entreprise avait dans son cœur de métier, donc ce troisième point, gérer son réseau de distribution, au cœur de ses compétences, la capacité à négocier avec ce réseau-là, avec les points de vente SPT, c'est-à-dire on va dire les grandes surfaces spécialisées, avec les vétérinaires, avec les éleveurs, etc. Sa capacité à gérer son réseau de distribution, c'est-à-dire à négocier un positionnement intéressant, était au cœur de son métier. Et puis le commerce est arrivé, et ce fabricant de croquettes, avec un peu d'inertie d'ailleurs, c'est pas lui qui a pris le premier la vague, et se dit qu'il va se transformer digitalement en développant sa capacité à distribuer sur Internet. A priori, ça semble une idée au moins intéressante, si ce n'est nécessaire, sauf qu'il va décider de le faire en propre, ce qui n'est pas au cœur de son métier. Une transcription directe de ce qu'aurait été cette compétence cœur dans le digital, ça aurait été d'apprendre à négocier avec un e-retailer, et pas de devenir le e-retailer, en tout cas de tenter de le devenir. Parce que c'est une bataille perdue d'avance. Beaucoup d'énergie va être dépensée sur une ambition qui est vaine et qui n'est en fait pas vraiment au cœur de son expertise. Hein. Ce fabricant de croquettes, c'est pas un e-retailer. Et pourtant, cet exemple-là, il n'est pas unique. On voit souvent ce type de réaction. La direction se dit, voilà, on doit vendre sur Internet, c'est l'avenir. Alors on va lancer un flagship store. Un flagship store, c'est une vitrine en propre, un vertical sur lequel on vend sur un site voilà que l'on maîtrise, que l'on construit, et sur lequel on essaie d'attirer une clientèle. Il y a un intérêt à créer un flagship store, c'est pour générer de la donnée de comportement consommateur de première main, on va dire, si on veut construire et consolider sa position de capitaine de catégorie. Mais en fait, c'est le seul intérêt pour ce genre de groupe. Si l'objectif, c'est de distribuer et vendre du volume, je veux dire, de faire de la croissance, c'est l'échec assuré. C'est l'échec assuré parce que certains acteurs ont déjà gagné cette bataille. Et pour vendre en ligne aujourd'hui, il faut s'appuyer sur les Amazon, les Alibaba, les Zoo+, dans le cas de ce secteur-là, pour distribuer en ligne. Et en fait, il faut apprendre à négocier avec eux, parce qu'ils ont déséquilibré la relation aujourd'hui, puisque effectivement ces groupes-là, ces fabricants-là n'ont pas appris à négocier et se sont laissés un peu faire. Donc plutôt que d'essayer de faire en propre, rester dans le cœur du métier en apprenant à négocier avec ces nouveaux distributeurs. Et c'est comme ça en fait que l'on ne pervertit pas son expertise et que l'on ne se perd pas dans des combats qu'on ne peut pas gagner. Et ça, c'est vraiment un exemple classique avec le e-commerce que beaucoup de groupes ont subi et dans lequel ils ont perdu beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent. Alors, justement, sur un plan stratégique, on voit que dans l'ancien monde, les gens qui, par exemple les industriels qui vendent par les réseaux de la grande distribution sont un petit peu pieds et poings liés. Il y a un rapport de force également, comme on peut l'avoir avec Amazon ou Alibaba. Est-ce que ça peut pas être malgré tout une bonne idée d'essayer d'acquérir cette compétence, peut-être de filialiser, peut-être ou pas du tout? En fait, acquérir la compétence, oui. Si on prend la capacité de négociation avec la distribution classique physique, finalement, ils avaient
qui une compétence très avancée là-dessus, hein, la négociation du mètre linéaire, de la tête de gondole, les visites magasins, tout ça c'était très processé, très maîtrisé. Et en fait, c'est ce genre de maîtrise qu'il faut arriver à reproduire avec les retailers. Et c'est possible. C'est possible. On peut négocier avec un retailer. Il n'attend pas exactement les mêmes choses qu'un retailer classique, physique, on va dire. On va pas être sur de la marge financière, on va plutôt être sur du partage de données, on va plutôt être sur la construction de leadership de catégorie, etc. Mais on peut apprendre à négocier avec un retailer. Aujourd'hui, ils le font pas, très peu. Et c'est pour ça que la relation est déséquilibrée. Parce que, ils ne savent pas ce qu'ils peuvent donner aux retailers, enfin du moins ce que les retailers attendraient d'eux. Or, souvent, ils ont dans leurs mains beaucoup de choses que les retailers convoitent. Et ça, déjà, ils ne s'en rendent pas compte. Et deux, ils n'ont pas conscience des rouages de ce que fait le retailer avec leurs produits. Donc, comme ils surveillent pas, comme ils regardent pas, ils peuvent pas maîtriser la chose. Et du coup, le retailer se sent pousser des ailes et puis il fait un peu ce qu'il veut. Donc oui, c'est à mon avis très intéressant, voire primordial, pour ces fabricants-là de rééquilibrer la relation en apprenant à négocier avec ces retailers comme ils ont appris à négocier avec leurs retailers classiques. Alors dans ce cas-là, comment est-ce qu'on peut garder la main sur les datas? Alors, le cas du flagship store que j'ai évoqué tout à l'heure, dans ce cas-là, il est intéressant parce qu'effectivement, l'une des choses qu'un retailer va apprécier, obtenir d'un fabricant, notamment un fabricant qui est capable d'avoir une position de leader, c'est cette donnée de catégorie. C'est-à-dire comment le consommateur qui achète des croquettes de qualité agit, comment est-ce qu'il navigue, qu'est-ce qui l'intéresse, etc. Ça, évidemment, un retailer, ça va beaucoup l'intéresser parce que s'il bénéficie de ces informations-là, il va mieux vendre et donc faire plus de volume et donc plus d'argent. Donc, en fait, il ne s'agit pas tant de garder la main sur ces données, il s'agit de les valoriser. C'est-à-dire que si on les donne au retailer, il faut obtenir une contrepartie. Donc c'est une monnaie d'échange, tout simplement. Ça n'a pas de sens de les garder pour soi. Par contre, si on les partage, il faut qu'il y ait un intérêt pour l'entreprise. Et aujourd'hui, souvent, les retailers, soit ils captent tout, voilà, ils gardent tout, soit il fait 100, mais en gros, il y a aucune contrepartie de toute façon. Donc voilà. Parfait. C'est nickel ça. Merci beaucoup. La question m'est venue pendant que tu parlais, donc je l'ai ajoutée, c'était pas prévu, mais. Ouais, non, mais c'est vrai que la donnée aujourd'hui, ça fait partie dans le give and take. On va dire que les fabricants peuvent proposer aux retailers la donnée. Oui, c'est au cœur. Parce que les retailers, Ils sont friands de ça. Ils sont friands parce que c'est ce qui va les démarquer des autres plateformes. Si Amazon sait mieux gérer, ne serait-ce que sa sémantique de recherche ou ses catégories, son organisation de catégories de produits, sa topologie, on va dire, ou toponymie, ça marche mieux que sur un Alibaba. Donc ça ils l'ont pas parce qu'ils sont pas capables de le faire sur toutes les catégories évidemment. Ils vendent de tout, donc ils peuvent pas être experts partout. Donc là, si un retailer arrive et dit moi je sais ce que mes clients tapent sur internet pour rechercher les croquettes, ça a de la valeur. Oui, bien sûr. On est tellement habitué à donner gratuitement à Google que à la valeur de nos données. Mais on a quelque chose dans l'échange, c'est vrai. Oui, on a un service, mais dans le cas des retailers et des fabricants, c'est vrai que c'est très déséquilibré. Ils pourraient obtenir beaucoup plus de choses du retailer.